Il y a un air, non? Salut les Topiens! J'ai vu pour vous en avant-première le tout dernier Pixar En Avant. C'est le tout premier film que sort Disney cette année, en 2020. Comme la plupart des films qui sortiront cette année chez Disney, une création 100% originale. Il s'agit d'un des derniers films qui a été supervisé par John Lasseter, l'ancien directeur artistique des studios Pixar, mais du coup, il s'agit aussi d'un des tout premiers films supervisés par Pete Docter, le tout nouveau directeur artistique des studios Pixar qui a remplacé John Lasseter. Le film, il a été réalisé par un des juniors du studio, un interne qui a d'abord fait son entrée dans les studios Disney dans une filiale qui s'occupait de la production des VHS. Il s'agit de Dan Scanlon. Il a notamment travaillé en tant que storyboarder sur des suites des classiques d'animation comme La Petite Sirène 2, Les 101 Dalmatiens 2, Le Bossu de Notre-Dame 2, tout ça sorti évidemment directement en VHS. Et il s'est attaqué aux très grosses productions Pixar à partir de 2006, puis en 2010. Donc là, évidemment, je parle de très grosses productions comme Cars et Toy Story, des films qui tiennent énormément à John Lasseter. C'est des films qui vont avoir un très gros impact sur sa carrière parce qu'il va devenir un des protégés de John Lasseter, qui lui a donc confié son tout premier long métrage d'animation en 2013. C'était la réalisation de Monster Academy, un film très prometteur, qui d'ailleurs, par certains aspects, ressemble beaucoup au début du film En Avant, qui parle des fraternités pour ceux qui y connaissent, et qui était la suite du film cultissime Monstres et compagnie. Et ensuite, le Pixar lui a enfin confié un projet 100% création originale qui était donc En Avant. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour parler de ce film. Et ce qu'il faut bien comprendre avant que je vous donne mon avis en détail sur ce film, c'est que cette histoire, l'histoire de ce film, le synopsis, c'est celle de son réalisateur. C'est-à-dire celle d'un petit garçon et de son grand frère qui, très jeunes, vont perdre leur père. Et en fait, toute sa vie, cet enfant, qui est le cadet, va ressentir une immense absence, une absence qui va vraiment s'accentuer au moment de l'adolescence et qui est frustré parce que son grand frère, lui, a quelques souvenirs de son père. Le réalisateur, il a avoué très récemment en conférence de presse que ce film était quasiment un biopic et une métaphore de sa propre vie. Plus précisément, l'histoire, elle se passe dans une banlieue d'un univers imaginaire. C'est un univers fantastique où vivent des elfes, des licornes, il y a des fées aussi. En fait, dans cet univers, dans le passé, il régnait une forme de magie. Cette magie et ce monde, il a complètement évolué et c'est devenu une ville un peu comme Chicago ou un Los Angeles, un truc hyper moderne, hyper high-tech, où tout le monde a oublié les pratiques anciennes. Et dans cette ville, il y a deux frères elfes qui en fait vont s'unir pour essayer de faire revivre leur père. Et donc ensemble, ils se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans ce monde et si leur père peut vraiment revenir à la vie. Il faut savoir que ce film, c'était pas du tout le film le plus attendu de l'année chez Pixar, et ni même chez Disney. Disney, en ce moment, ils préfèrent faire beaucoup plus de publicité pour leur remake live action de Mulan, que j'attends aussi avec beaucoup d'impatience. En fait, comme beaucoup d'entre vous, quand j'ai vu les bandes annonces, j'étais un peu sceptique. Je savais pas trop quoi en penser. C'est un style d'animation que pour l'instant Pixar n'avait jamais trop exploré. Beaucoup de gens trouvaient que ça faisait très DreamWorks et que visuellement ça faisait pauvre, mais les apparences sont vraiment trompeuses. Je pense que c'est l'une des plus belles surprises de Pixar depuis Coco et depuis ces 3-4 dernières années. Même s'il n'est pas parfait, c'est vraiment une très belle surprise et c'est un film que je vous conseille vraiment d'aller voir en salle et qui n'a pas été assez valorisé à mon avis par la publicité des studios Disney et c'est bien dommage. L'humour, les différents niveaux de lecture, l'émotion et finalement on se rend compte assez vite dès le début du film que cette créativité visuelle elle est encore là. C'est sûr que visuellement c'est pas autant abouti qu'un Coco mais visuellement c'est quand même presque plus créatif que le dernier Toy Story par exemple. Et donc je vais commencer par l'énorme point positif de ce film qui m'a vraiment marqué et c'est aussi pour ça que ce film est un vrai coup de cœur, c'est que je pensais pas qu'il m'était spécialement destiné, j'avais pas la sensation que j'allais me retrouver dans les personnages et en fait en réalité j'ai été extrêmement touché personnellement par ce film et j'avais pas été touché par un film comme ça depuis vice versa. Bon, vous inquiétez pas, hein, j'ai pas du tout perdu mes parents, c'est pas ça le propos, mais ça m'a quand même rappelé beaucoup de souvenirs de mon adolescence, même si j'ai fait la petite blague au début. J'ai vraiment l'impression que quand je vois le personnage principal de ce film, donc qui s'appelle Yann, j'ai l'impression de me voir dans un miroir au même âge quand j'étais ado. Donc c'est un adolescent qui est hyper complexé, qui est hyper maigre, qui est limite anorexique comme moi. Il a vraiment peur de sa propre ombre, il est extrêmement timide, très renfermé sur lui-même. À un moment donné, il est sur le point de passer son permis, en train de s'engager sur une autoroute et c'est incroyable. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Ils arrivent à filmer les voitures, la vitesse, exactement comme je l'ai ressenti la première fois que je suis allé sur l'autoroute. Ces petits moments importants de la vie, ces moments de l'adolescence sont très bien racontés avec beaucoup de poésie je trouve. Et donc ça en fait un personnage hyper attachant. Et après évidemment ce personnage, on le voit évoluer, on le voit s'affirmer au fur et à mesure du film et on le voit
devenir un adulte qui va commencer à impressionner son entourage par son aplomb, sans pour autant devenir aigri ou arrogant, mais il va quand même trouver sa façon à lui de s'affirmer et de dire les choses. Et en fait, il va apprendre à dire non, il va apprendre à se faire respecter par tout le monde, et surtout, il va finir par obtenir absolument tout ce qu'il veut, uniquement par sa propre volonté, sans l'aide de absolument personne. Et là où c'est très fort dans le film, c'est que pour l'aider sur ce chemin et pour le guider en fait et pour l'aider à devenir comme ça, il y a son frère. C'est un marginal, mais il assume complètement être un marginal. Il en a rien à foutre du regard des autres. Il est dans son monde et c'est lui qui va donner cet aplomb, cet enthousiasme à son frère et qui va lui dire maintenant vas-y quoi, go, c'est maintenant ou jamais parce qu'on n'a qu'une vie. Et j'ai trouvé que cette fratrie et ce duo fonctionnaient super bien et ça m'a vraiment frappé. Et je pense que c'est le reflet de beaucoup de fratries. Ça va rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de frères et sœurs, mais pas que, aussi peut-être d'amis qu'on a pu avoir au lycée. Et ça, c'est pour moi l'énorme atout du film. Les deux personnages principaux sont super bien développés, ils sont complexes. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'aussi bons personnages, je trouve, dans un Pixar. Pour moi, le second point positif de ce film, c'est les 10 premières minutes qui m'ont beaucoup fait penser à Wall-E. Parce qu'en fait, ce film, c'est clairement une critique de la société ultra consumériste, ultra connectée. Cette société qui fait de chaque monument un espèce de Disneyland. Et d'ailleurs, il y a une scène, quand j'y repense, absolument hallucinante, dans un restaurant. C'est clairement une parodie Disneyland, les employés ils ont tous des name tags, ils sont en train de tourner leurs monuments et leur héritage en des attractions et je sais pas comment le studio a fait pour valider une scène pareille parce que c'est clairement une parodie Disneyland. Ils se foutent royalement de la gueule de Disneyland dans cette scène et ça dure comme ça pendant pratiquement 10 minutes. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que le propos du début du film, c'est que ok, la société elle a évolué, il faut pas non plus rejeter toute cette nouvelle société, mais pour autant, il faut pas oublier nos monuments, il faut les respecter, il faut aussi respecter nos traditions et il faut aussi respecter d'une certaine façon notre religion. Je pense que la métaphore de la religion dans ce film, c'est la magie. Et donc moi, j'y vois une référence au respect des cultes. Et en fait, comme propos dans un film sorti en 2020, j'ai trouvé ça très osé. Vous avez Yann qui lui veut absolument se fondre dans le moule et qui veut être dans cette société, qui s'intéresse pas du tout à la magie, parce que lui, son but, c'est juste d'être invisible et d'être absolument comme tout le monde pour juste paraître normal et passer inaperçu au regard de tout le monde, alors que son frère, lui, il revendique cet héritage, et lui, ça lui suffit pas d'avoir une voiture et un écran plat et une Apple Watch. Lui, ce qu'il veut, c'est partir à l'aventure. Il veut partir sur les traces, sur les origines du monde dans lequel il vit. Et enfin, le troisième point qui m'a beaucoup plu dans ce film, et c'est vraiment un paradoxe, mais c'est un point qui mérite d'être souligné, c'est que ce film est quand même un vrai hommage à ce qu'on appelle l'heroic fantasy. Je pense que le réalisateur, c'est sans doute un fan de Tolkien ou du Seigneur des Anneaux. De toute façon, de manière générale, la franchise des Seigneurs des Anneaux, c'est une franchise qui cartonne et il va y avoir une nouvelle série bientôt. Un univers heroic fantasiste, c'est un univers qui un peu chevaleresque, un peu médiéval, dans lequel vivent des humains, mais aussi des elfes, des fées, des orques, des dragons. Pour grossir un peu le trait, c'est un peu le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est un univers qui, moi, me parle pas du tout, même si j'ai vu tous les Seigneurs des Anneaux, même si j'ai plein de potes qui sont fans de ces films. Moi, c'est un univers qui m'a jamais trop parlé. Mais je respecte totalement cet univers, et je trouve que ce film, en fait, rend un très bel hommage à cet univers et il sert de métaphore au film, en fait. Et je pense aussi que d'une certaine façon, ça permet de captiver le jeune public et aussi de captiver ses adolescents, parce que je me souviens que quand j'étais adolescent, tout le monde parlait que de ça, en fait. Et évidemment, ce qui me plaît aussi dans tout ça, c'est que c'est mélangé à une ville américaine qui pourrait être Chicago, Los Angeles, peu importe. Et du coup, c'est un peu le charme de Pixar qui invente des mondes impossibles, mais qui sont hyper crédibles visuellement. J'aimerais parler avec vous quand même de 2 points négatifs qui m'ont dérangé. Le premier point négatif, c'est la musique du film. C'est la première fois depuis Le Voyage d'Arlo que je retiens pas la composition du film et que surtout j'ai pas envie de la réécouter. Elle est assez plate et même au moment du dénouement du film, alors que pourtant ça m'a quand même mis un peu les larmes aux yeux, mais il aurait fallu que la musique soit un poil plus grandiose pour que les larmes coulent encore plus. c'est qu'un détail, mais pour moi dans un Pixar ça joue énormément, surtout quand il y a eu des compositeurs comme Randy Newman, Michael Giacchino. Franchement c'est dommage. Un autre bémol pour moi, c'est tous les personnages secondaires. Le beau-père, la maman qui va rencontrer la serveuse qui est une lionne aigle. Et en fait, cette lionne aigle est censée être le comic relief en fait du film. Mais moi, elle m'a pas fait du tout rire et j'ai trouvé que la maman, elle jouait un rôle pas très important. Et je pense que ça, c'est lié au fait qu'ils ont énormément développé les 2 personnages principaux et que finalement, le modèle du film, ça va être le grand frère et non pas la mère qui, elle, voit juste son enfant grandir sans trop pouvoir y faire quelque chose, en fait. Elle est assez passive, finalement, pendant tout le film. Elle court après ses enfants, sans jamais arriver à avoir un vrai impact dans l'histoire.
j'ai trouvé que ces deux personnages-là n'étaient pas assez bien développés. Ils sont pas totalement inutiles, mais mis à part ça et la musique, ce film pour moi c'est une vraie pépite. Un vrai coup de cœur. Je ne l'avais pas vu venir parce que j'avais pas trop regardé de bande-annonce. C'était la première fois que je m'étais pas trop spoilé par rapport au film parce que j'en attendais rien. Et c'est là que la surprise est venue. Et c'est toujours là qu'en fait les plus belles surprises arrivent. Donc je vous conseille ce film. Encore une fois, visuellement et d'un point de vue scénaristique, on retrouve toute la créativité Pixar. Et du coup, c'est de très bonne augure en fait pour la suite des films qui maintenant seront produits par Pete Docter, le nouveau directeur artistique des studios Pixar. Et donc la prochaine fois qu'on se retrouve sur cette chaîne pour parler d'un Pixar, ce sera au moment de la sortie de Soul, celui qui sera réalisé donc du coup par Pete Docter. Et sinon, la prochaine fois qu'on se retrouve pour une critique ciné sur cette chaîne, ce sera au moment de la sortie de Mulan, le remake de mon classique d'animation préféré. Je l'attends avec impatience, mais avec beaucoup d'inquiétude aussi. En attendant, les taupiens, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!